vous n'êtes pas synchro. Bang bang. Yes. Est-ce qu'on a les écologes encore là? Banana Cottage, ils sont où? Ah, quand même. Donc, je me disais bien qu'il manquait quelqu'un. On va te mettre ta chaise. Le deuxième écologe, Karakona. Karakona, ah. Je vais mal prononcer, vas-y, redis. Konokora, excuse-moi. Donc, il nous faut 2 chaises. Donc, voilà, on a nos 2 écologes qu'on va mettre là. Ah bah c'est bon, je pense qu'on a tout le monde. Donc, je te place tes chaises. Juste là, rapproche-toi. Vous pouvez vous mettre là aussi, ça va être un grand mix. On a une scène qui n'est pas assez grande. Mais j'ai envie que vous soyez là dès maintenant, comme ça c'est plus simple. Et vu que je suis un peu l'inverse des gens qui n'aiment pas la foule, j'aime beaucoup la foule, essayez de prendre les places qui sont devant s'il vous plaît, ça va être plus simple. Donc derrière, rapprochez-vous, essayez de passer devant, c'est plus convivial, c'est plus sympa. On aura un final plutôt cool. Top. Merci beaucoup. Génial. Est-ce que ça va? On va faire une méditation. Bon, c'est parti. Donc là, on va parler d'abord de haut de gamme. C'est une super photo, ça fait une photo d'école. C'est assez dingue. C'est plutôt cool. On va d'abord parler de haut de gamme et de luxe, mais très rapidement, on va enchaîner avec un manger cochon. Pourquoi le manger cochon? Parce que, comme je vous le disais, là, c'est une édition qui n'était pas censée exister. Il y a 3 semaines encore, il y avait un néant. C'est Monsieur Gauthier qui est en train de partir, à qui j'ai proposé de bosser avec moi sur la vidéo, et il m'a simplement dit si tu veux on fait une vidéo demain. Et je devais trouver absolument une vidéo avec un sujet, et je me suis dit qu'est-ce que je peux faire? Bien, on va parler je vais faire un événement, Digitalement. Et au final, on l'a fait. Ce qui va se passer, c'est qu'il y en aura un par trimestre, et surtout une vraie, belle conférence dédiée au tourisme, tout ce qu'on mérite, en octobre. À chaque fois, il y aura une thématique différente, et toujours en moins dense par contre, un atelier pour monter en compétences, un partage d'expérience d'un acteur du tourisme local autour d'une thématique, et un apéro networking ensemble. Aujourd'hui, c'est la version bêta, et cette partie sur le manger cochon, qui va arriver juste après les petites questions sur le haut de gamme, elle existe parce que je pense qu'il y a une intelligence qui peut se créer autour du tourisme local si on met les choses dans le bon ordre. Et pour ça, on va essayer de partir du parcours client d'un touriste qui arrive en Guadeloupe. Qu'est-ce qui se passe en fait entre le moment où il nous trouve en ligne, entre le moment où il prend son billet, le moment où il décide des activités qu'il va faire sur place, l'endroit où il va manger, et tout ce qu'il pourrait faire qui serait peut-être plus authentique et financeur de solutions alternatives locales. C'est cette partie qui m'intéresse beaucoup. C'est pour ça qu'on a les écologes aussi. C'est pour ça qu'on a nos amis de Frésias Nature qui sont juste là. C'est pour ça qu'on a la team d'Amalia qui est là. Parce que je suis persuadé que le tourisme, s'il est apporté de la bonne façon, peut financer des solutions alternatives locales. Et au-delà de l'impact carbone qu'on peut avoir sur un trajet pour arriver en Guadeloupe, on peut au final régénérer d'un autre côté. Donc il y a une chose qui est le carbone, mais il y a aussi l'habitat de vie des animaux, etc. Il y a le fait qu'on a des offres alternatives qui se développent. Donc à choisir, je préfère peut-être avoir un peu d'avions qui viennent en Guadeloupe et moins d'importations, même sur les matériaux locaux, et plus de développement local, plutôt que plus d'importations mais moins de touristes. Donc voilà, c'est mon petit choix. On peut les applaudir s'il vous plaît. Vous êtes en amoureux, donc ça peut. Alors, on va faire un petit tour d'abord avec le haut de gamme. On a Aston. Aston qui a beaucoup travaillé à La Toubana, qui connaît ce milieu aussi haut de gamme luxe. Est-ce que tu peux commencer par te présenter? Et on va passer ensuite le micro à l'associé d'Anthony qui est juste là. C'est ça. Et ensuite, on va passer le micro à Thibaut. On t'écoute, Aston. Merci à vous d'être là. Du coup, Aston Delcollet. Je me suis occupé pendant 4 ans de la restauration à La Toubana. C'est un hôtel familial, donc je fais donc partie de la direction. Et quand j'ai vu la vidéo de Jordan, j'ai envoyé un petit message, je lui ai dit tiens, est-ce que tu veux que je vienne? On est là tous aujourd'hui, je crois, pour la même cause, le tourisme en Guadeloupe, et voir comment on peut les uns les autres finalement travailler ensemble pour apporter une expérience client qui soit vraiment magnifique pour nous. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Comme vous l'avez dit, je suis la cofondatrice de la Qualité Conciergerie.
c'est une entreprise qu'on a montée en famille pour pouvoir offrir un service de conciergerie de luxe en Guadeloupe. Donc l'idée c'est vraiment, enfin moi en tout cas je m'occupe de l'expérience client et du coup de pouvoir répondre à toutes les demandes qu'il pourrait avoir quand il vient sur place. Et aussi pour les clients aussi du coup propriétaires, je m'occupe de la gestion de leurs biens, de la bonne rentabilité du coup, de ces biens haut de gamme et voilà. Et aussi on a une conciergerie d'aéroport. Donc c'est vraiment un service 360 qu'on veut offrir à nos clients. On les récupère dès la sortie de l'avion pour qu'ils soient pris en charge tout de suite dès leur arrivée. Et on s'occupe du coup de la suite. Super, voilà. Merci. Alors, Kessan Poitou de Namalia, je suis fabricant d'objets, un exemple d'objet qu'on fabrique à Ariane aussi. Ça a commencé en 2018. On est parti du constat qu'en fait on avait plein de matières magnifiques en Guadeloupe, notamment autour du bois, alors j'ai cité sur cette matière, et que pourtant il n'y avait pas d'offres locales plébiscitées, on va dire, vraiment utilisées, qu'on importait la plupart de nos objets. Et c'est pour ça qu'on est parti en fait sur une démarche design pour donner un nouveau souffle, trouver ce que mon collègue qui a dû partir appelle une grammaire design créole, donc créole et contemporaine, qui intègre en fait notre ADN, notre patrimoine, mais en le modernisant, lui donnant un regard qui correspond à notre usage, que ce soit en termes de design, en termes de matière, en termes d'usage. Et on a aussi voulu ajouter une modernité dans les techniques aussi, pour prendre en compte le fait que le coût de devra augmenter et qu'on ne peut plus produire comme avant. Et donc c'est la synthèse de cette modernisation des outils, une démarche design innovante et la collaboration avec les artisans du territoire qui nous a permis de donner vie à des créations originales. Bonsoir à tous. Je suis Thibaut Bordafieri, je suis cuisinier à domicile en Guadeloupe depuis 8 ans. Et voilà, je suis arrivé en vacances ici sur cette belle île avec un billet retour que j'ai jeté. Et voilà, donc depuis ça fait 8 ans que je suis en vacances. Et je me régale en fait à cuisiner tous ces produits magnifiques que je trouve le matin au marché de Saint-François. Donc voilà, j'ai eu domicile à Saint-François par évidence pour moi, parce que voilà, j'avais accès vraiment à du choix, du poisson, des langoustes vivantes, des légumes qui m'ont parlé tout de suite. Et voilà, je me retrouve du coup aujourd'hui à cuisiner pour tout le monde, que ce soit des gens, des vacanciers, avec n'importe quel type de porte-monnaie, donc je m'adapte à toutes les demandes. Et puis ensuite, on a des locaux qui aiment des belles prestations, le tout sur mesure. J'ai aussi quelques personnalités de temps en temps. Et je suis vraiment, moi, sur une restauration de discrétion. Je dis très peu sur les réseaux tout ce que je fais. J'essaie de rester très discret avec mes clients. Et en même temps, j'aime bien faire partager tout ça sur les réseaux, donc j'essaie d'en mettre un maximum, mais tout en gardant énormément de respect pour mes clients. Et voilà, j'aime bien accéder à toutes ces demandes un petit peu particulières que les clients haut de gamme recherchent partout dans le monde, dans tous les endroits où ils sont amenés à chanter, jouer, que ce soit leur métier. Et en fait, du coup, il faut que nous, on puisse en Guadeloupe subvenir à leurs besoins. Et je fais un petit peu on va appeler ça de la gastronomie, c'est-à-dire de la cuisine qui est appliquée. Et ce qui importe pour moi, en tout cas, sur cette compréhension du client, c'est le détail. Et il faut aller dans le moindre détail, pouvoir anticiper chaque demande du client, et puis pour être au top et les faire revenir évidemment année après année en Guadeloupe. Encore la team haut de gamme, et par nuance, on a tout ce qui va être autour des écologues qui sont juste là. Pourquoi ? Parce qu'au final, le nouveau haut de gamme, au-delà du prix, c'est vraiment le naturel pour le coup. Je ne sais pas si vous êtes d'accord par applaudissement.
Et du coup, je vous invite à vous présenter, parce que je pense qu'on pourra se faire des petites passes décisives sur ça. Allez-y. Alors, on a ici Banana Écologie. Banana Cottage. Je voulais dire côté, je vais tout à l'heure, mais c'était pas bien ça. Alors, moi c'est Jenny, donc je suis la fondatrice du Banana Cottage Écologie Spa. Et donc du coup, cet écologe est situé sur le Gosier, à Mathurin, donc en pleine campagne, à 10 minutes du centre-ville. Et donc du coup, vraiment, c'est un projet qui a été auto-construit par ma famille. Et on a ouvert depuis maintenant 1 an et demi à peu près. Quoi d'autre? Et en fait, le concept, c'est vraiment de faire voyager à la fois nos locaux à quelques minutes de chez eux, parce qu'on a énormément une richesse incroyable en Guadeloupe. Et donc, du coup, en fait, c'est vraiment le but. Et la plupart des clients qui viennent, ils disent waouh, j'arrive pas à croire qu'on est sur le Gosier. Tellement que c'est vraiment en pleine nature. Et aussi de faire découvrir aux personnes qui viennent découvrir la Guadeloupe à travers leur expérience au-delà culinaire ou autre, en fait, avec leur activité, que même là où ils logent, c'est aussi une expérience. En fait. Donc, c'est vraiment le but d'offrir une expérience à toutes les personnes qui viennent. Merci. Bonsoir à tous. Donc, Eliane Jacquet et Yannick Endo. Voilà, donc les propriétaires de Konokora Ecolodge. Donc, Konokora Ecolodge, c'est une aventure familiale. Tout d'abord, Konokora, ça veut dire la forêt en amérindien. Donc, il faut savoir qu'à la base, on a décidé de s'installer dans un endroit qui serait chez nous. Et l'endroit était tellement magnifique qu'on a décidé de vouloir le partager avec d'autres personnes. Parce qu'on a estimé que ça ne pouvait pas juste rester entre nous. Donc du coup, on est situé à Sainte-Anne, dans les Grands Fonds, une zone qui est très peu connue de la Guadeloupe. En général, on pense souvent que c'est très campagnard et qu'il n'y a rien à y voir. Pourtant, il y a beaucoup de choses à y voir. Il y a des microclimats, il y a une ambiance, il y a une immersion dans la nature et il y a une convivialité dans le secteur qui est assez incroyable. Donc du coup, on a construit une cabane, puisque nous sommes de grands enfants, toujours. Et on a voulu cette cabane qui soit une expérience, une aventure, un moment qui soit un peu suspendu, en dehors du temps. Il faut savoir que notre aventure elle a commencé en plein Covid, dans une période qui était très anxiogène pour beaucoup de gens. Et sincèrement, ça a été une goutte d'oxygène pour beaucoup de personnes. Pas seulement les locaux, aussi les personnes qui viennent d'ailleurs, peu importe que ce soit les îles, la métropole. Mais la plus belle découverte, c'était franchement les locaux qui ont découvert leur territoire. On a voulu partager, au-delà juste de l'expérience, l'échange qui peut se faire entre locaux. À savoir que oui, on met à disposition la cabane, c'est un business, c'est aussi un plaisir, mais on s'est dit qu'il n'y avait pas de raison qu'on soit les seuls à en profiter. Donc de là, on a décidé de faire participer tous les acteurs locaux qu'on pouvait trouver dans le secteur. Donc on met à disposition de notre clientèle une expérience qui est la nôtre, mais on leur propose d'autres expériences en leur faisant découvrir des acteurs qui sont près de chez eux mais qui sont malheureusement méconnus et qui mériteraient d'être beaucoup plus connus. Tout ce qui est massage, tout ce qui est effectivement restaurant sur place. Les chefs sont aussi à domicile. Et ça permet de fédérer un petit peu justement toutes ces entreprises locales qui n'ont pas toujours ce pouvoir de pouvoir se montrer ou se valoriser d'une façon quand on a un petit peu de visibilité, ça permet de les valoriser aussi. Donc c'est notre version du luxe, puisque c'est quand même une cabane qui est très spacieuse pour 2 personnes. On a priorisé l'intimité, la proximité avec la nature, en ne dénaturant pas du tout ce qui était présent sur place, mais en le mettant en valeur, et toujours avec un certain luxe, puisque quand même c'est spacieux, c'est privatif, et on a vraiment l'impression d'être dans son univers à soi. Donc c'est ce qu'on a voulu partager avec toutes les personnes qui sont là. Parce qu'on ne va pas se mentir, pour nous, la version du luxe, c'est quand même ça. C'est pas juste être dans une maison avec du béton, avec des personnes à proximité, mais c'est vraiment avoir cette opportunité d'être seul dans un endroit qu'on aura choisi
et qui sera différent de tous les autres. On ait une expérience vraiment particulière qui soit qu'à soi. C'est notre version du luxe. On fait une phase décisive. On va enchaîner avec une première question. Donc, j'ai une question justement pour Aston, aussi pour toi derrière, et tu pourras nous la donner aussi de ton côté. Comment on pourrait définir selon vous le luxe, ou en tout cas le haut de gamme en Guadeloupe, et est-ce qu'on y est? Est-ce que tu estimes qu'il y a une offre, peu importe le sujet, tu as fait sur la restauration, toi c'était sur l'hôtellerie ou la restauration, qui existe déjà? Alors, je vais donner ma définition du luxe, qui peut être différente de tout un chacun. Le luxe aujourd'hui dans l'hôtellerie, c'est tout simplement du service. C'est du service à tous les niveaux. C'est-à-dire que le client il arrive, peu importe à l'endroit où il est, mais en tout cas chez nous à la Toubana, et le but du jeu c'est qu'à aucun moment donné ils se disent « Ah tiens, il faut que je gère ça ». Voilà, c'est tout simplement ça. Donc il est arrivé dans sa chambre, puis sa chambre va être à la hauteur de ses attentes. Donc il n'aura pas besoin de gérer quelque chose, quoi que ce soit, la température, la lumière le matin, ce genre de choses. Il arrive au petit-déj le matin, il aura ce qu'il veut, il n'aura pas besoin de gérer son petit-déj. Le midi, il va vouloir déjeuner, s'il veut aller au restaurant d'hôtel, ça sera géré. Puis s'il ne veut pas, il y aura un concierge qui sera là pour lui organiser ce qu'il veut. Et du coup, là, c'est là où je fais une passe décisive. Et au moment de la conciergerie, là, c'est un peu compliqué. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le luxe en Guadeloupe est quelque chose qui est relativement nouveau. En tout cas, le luxe comme nous, on le définit. Et c'est vrai que les offres qu'il peut y avoir par la suite vont être peu nombreuses, ou peut-être, et je l'espère, ce serait une bonne nouvelle ce soir, méconnues de nous. Elles sont en train de se développer, et ça c'est vraiment quelque chose qui est très positif. Maintenant, à mon avis, on est encore au stade embryonnaire au niveau du luxe. On a tout à faire. Super. Qu'est-ce que tu en penses, haut de gamme, Oui, bon, je suis totalement d'accord avec ce qu'Aston vient de dire. C'est vrai qu'on est au stade embryonnaire. Après, avec une île pareille, en fait, on a la chance d'avoir la nature qui est magnifique, et on n'a pas grand-chose à faire en fait par rapport à l'accueil du client. On n'a pas besoin de nettoyer nos plages forcément tous les jours, même si merci à Maxime qui est là pour son action perpétuelle. Mais c'est vrai que je trouve que la Guadeloupe est quand même belle d'elle-même. Et du coup, en fait, nous, on doit juste, par rapport au luxe, on doit juste développer nos services, c'est tout. Anticiper la demande du client, quelle qu'elle soit, dans n'importe quelle langue, dans n'importe quel cadre, à n'importe quelle heure. Comme si on était à Paris et que monsieur est russe qui veut un bouquet de fleurs dans 30 minutes dans sa chambre, il faudrait qu'on soit capable, que ce soit en conciergerie, dans n'importe quel type de service, en fait, d'avoir la réponse à la question de n'importe quel client, d'où qu'il vienne, et avec n'importe quel standard possible, n'importe quelle culture, n'importe quelle habitude, d'être capable en fait de lui proposer ce dont il a l'habitude, lui, dans un autre pays, une autre ville, un autre cadre. Et voilà, je pense qu'on a tout à faire, et peut-être ce que je pourrais conseiller, ce que en tout cas moi je cherche par rapport à mes clients, c'est le côté anglophone. C'est vrai qu'il y a beaucoup de clients anglophones qui sont un petit peu perdus des fois, parce qu'ils arrivent sur la plage, peut-être qu'ils veulent goûter un goki, et la dame qui fait les goki ne parle pas forcément anglais. Voilà, peut-être que là-dessus on pourra aller un petit peu plus loin avec les nouvelles générations qui parlent anglais. Mais c'est vrai que pour moi le luxe c'est vraiment anticiper n'importe quelle demande du client pour qu'il reste en fait dans sa zone de confort, parce que là si on parle du luxe, on parle de gens qui voyagent énormément, qui ont accès aux meilleurs restaurants, aux meilleurs hôtels dans le monde entier, et quand ils arrivent en Guadeloupe en fait il faut pas que ça redescende, il faut qu'ils restent au level maximum avec le meilleur champagne, le meilleur bateau, avec nous on va avoir les meilleurs fonds marins
le meilleur soleil, le meilleur coucher de soleil, mais du coup derrière il faut que on ait peut-être un rhum exceptionnel pour eux, avec des verres à rhum et quelqu'un qui saura en parler, un restaurant, un hôtel qui soit à la hauteur de leurs attentes. Et moi, en tout cas, à mon sujet, à domicile, j'essaye de travailler comme dans les meilleurs restaurants dans lesquels j'ai pu travailler, et voilà, avec évidemment uniquement des produits locaux, mais je vais servir un poisson, il n'y aura pas de peau, pas d'arête, la langouste elle est décortiquée, il y a juste à la manger. Voilà, quoi. Pour moi, le luxe, il se magnifie avec le souci du détail, l'anticipation totale de la demande, et comme ça, en fait, le client est forcément content. Ça va être génial de mettre ça en parallèle avec le manger cochon juste après, sur le fait qu'il y ait ce luxe qui existe, et paradoxalement, je suis persuadé qu'il y a des gens, quand ils vivent ça sur place, ils veulent aussi des expériences peut-être en forêt, peut-être dans des choses où ils vont se salir, où il y aura peut-être de l'inattendu. Mais ce qui est assez dingue, c'est peut-être que le luxe, c'est le fait de leur mettre ça à disposition, probablement sans effort, mais une fois qu'ils y sont, ils sont prêts à faire l'effort. On va en parler avec vous, messieurs, juste après. On t'écoute alors. Je suis vraiment assez d'accord avec ce que tu as dit, dans le sens où déjà rien que d'être sur une ligne, c'est déjà un luxe, de base. Et après, je pense que vraiment les personnes qui vivent, et ceux qui font vraiment fonctionner le tourisme, doivent vraiment en fait travailler sur leur... c'est peut-être pas une blague, mais déjà leur accueil de base. Parce qu'on a vraiment un problème avec ça. Je ne fais pas de généralité, mais malheureusement, je vois plus ça que moins, et je félicite les personnes qui sont accueillantes alors que ça ne devrait pas être le cas. Donc du coup, déjà, l'accueil, c'est la base. Enfin, ça, on a un vrai problème, on devrait faire des formations ou autre. Je ne sais pas, mais ça, vraiment, c'est pas bon parce que ça va tellement pas avec le climat qu'il y a un fossé déjà. Donc ça, en fait, on peut le retirer du luxe parce que ça gâche toute l'image qu'on a de base et qu'on vend sur les réseaux, sur Internet, sur le web, etc. Ça gâche tout. Et une fois que on est confronté à des personnes en fait, qui ne savent pas vendre leur vie. Déjà, ça, c'est un problème. Après, je pense que comme tu as dit aussi, ça je suis très d'accord, c'est le souci du détail. Parce que lorsqu'un client arrive, déjà rien que l'accueil, les gens disent waouh, super accueillant, ça fait du bien, enfin, c'est la base, le sourire, etc. Après, parce qu'on va parler d'argent, moi j'ai bien tabou avec l'argent, mais c'est quand même eux en fait qui nous nourrissent au quotidien, d'accord? Et il faut un minimum en fait être généreux et être à l'écoute ou autre. Et ça en fait on a vraiment un problème avec ça. J'en fais pas généralité, mais c'est la vérité. Et ensuite, les détails, du coup, proposer des services, comme tout le monde l'a dit, je pense qu'on est tous unanimes à le dire, mais proposer des services qui se démarquent de ce qui existe déjà, ou bien des choses un peu innovantes pour qu'ils se disent, ok, là j'ai une expérience que je vais vivre, que je ne vais pas vivre autre part que là, et je vais vivre une autre expérience autre part. En fait, que chacun de nos hébergements, de nos services, ils disent que waouh, partout en fait j'ai du rêve, et c'est ça le luxe en fait, c'est d'être dans un territoire, quelque part sur une île où finalement tout ce qu'on découvre et tout ce qu'on vit, c'est du wow, c'est une expérience de ouf, et donc j'ai encore envie de revenir pour voir autre chose, et ça franchement pour moi c'est le luxe. Je partage totalement. Il y a un gros côté nature aussi sur le côté luxe qui au final est organique. Il est là, disponible à tous. Donc ça c'est vrai qu'au final, si on devait réinventer ça, il y aurait pas mal à dépenser. Ce que j'aimerais savoir, maintenant qu'on a défini un peu le luxe, et là vous allez du coup, ceux qui se sentent le plus chaud pour les répondre, levez la main. Qui sont ces gens en fait, qui viennent et qui sont prêts à dépenser plus d'argent que le touriste classique? J'ai appelé Jean-Jean, un petit post sur ça, auquel on a été habitué à voir en Guadeloupe. Donc Jean-Jean, c'est surtout celui qui recherchait plutôt un all-inclusif à la Punta Cana, et il n'est pas à Punta Cana parce qu'il parle ni anglais ni espagnol. Donc en gros, soit ça, soit le retraité classique qu'on a attiré pendant longtemps. Qui sont ces gens qui au final viennent et sont prêts à dépenser plus sur place? Quelqu'un peut me donner une réponse? Ce client, et je vais aussi rebondir après sur la partie nature, ça peut être le client qui a l'habitude d'aller à Saint-Barth, mais il en a marre de Saint-Barth. Ça peut être le client qui a l'habitude d'aller à Saint-Martin, mais il en a marre, ou dans n'importe quel
Autre île où il avait l'habitude d'aller, si c'est quelqu'un qui est aisé depuis quelques temps, il va se dire tiens, il y a une nouvelle destination qui s'appelle la Guadeloupe. J'en ai pendant longtemps entendu parler d'une manière assez négative, mais ça fait quelques temps que j'ai quelques potes à moi qui me disent que c'est chouette en fait. Ils ont des infrastructures pour nous recevoir, mais ils ont aussi une végétation et une diversité qui est énorme. Et ça aujourd'hui c'est une vraie force pour moi, selon moi, pour nos clients qui viennent. Ils recherchent cette diversité qu'on a, c'est pas la Guadeloupe, c'est les îles de Guadeloupe. C'est une diversité énorme. On ne se rend pas compte, mais on a certainement l'île de la Caraïbe qui est la plus diverse. On a 2 îles principales, on a les Saintes, Marie-Galante, je ne vais pas vous le vendre, mais je crois qu'on le sait tous. Mais les clients, ils viennent entre autres chercher ça, ils viennent chercher une authenticité qu'on va trouver sur notre île et qu'on ne va pas trouver dans des îles qui sont peut-être plus aseptisées. Une authenticité qui va aussi peut-être venir parfois d'un accueil qui peut être critiqué, mais qui va, s'il est suffisamment, s'il reste chaleureux, il est inhabituel pour une clientèle qui a l'habitude qu'on soit toujours formaté d'une certaine manière, et nous on vient apporter un accueil qui est différent et qui a son intérêt. Bien sûr, s'il n'y a pas d'accueil, c'est pas bon. Hein. Mais si on n'est pas forcément dans les codes, ça peut aussi. Et aujourd'hui, ce client-là, il est à la recherche de nouveautés. Thibault l'a dit, ce client, il a les moyens d'aller partout, de se payer ce qu'il veut. Donc c'est pas une question de prix. C'est de savoir qu'est-ce qu'on apporte de différent de toutes les autres villes. Et donc, comme tu dis tout à l'heure, s'il faut qu'on construise tout ce qu'on a de manière naturelle en Guadeloupe, ça risque de nous coûter un peu cher. On a tout ça aujourd'hui et ce client, il vient chercher ça et c'est pour ça qu'il est chez nous aujourd'hui, pour cette authenticité. On arrive à lui créer en plus du luxe dont on parlait tout à l'heure. Je pense que ça va être et du coup, ce qui va être intéressant, c'est de voir avec les écologues, même vous avez une clientèle locale aussi. Qui sont ces gens qui veulent payer plus cher, au même prix que des touristes auraient payé, pour avoir une expérience dans leur propre pays? La clientèle locale qu'on a chez nous, en général, c'est qu'ils recherchent quelque chose de différent. Ils recherchent l'insolite, ils recherchent une expérience, et ils la retrouvent effectivement dans cette cabane qui est complètement ouverte et finalement qui est gérée plutôt bien avec la nature. Donc la clientèle locale qu'on a ici, c'est vraiment ça, c'est vraiment une nouvelle expérience. Est-ce que tu peux donner un ordre de prix, et pareil chez toi aussi, d'une unité dans la cabane? On est à un petit peu en dessous de 300 euros la nuit. Et chez toi, ça à peu près combien? La nuit, elle est à 150 euros. Pour réserver, c'est 8 euros. Ok. Donc on est vraiment sur quelqu'un qui veut s'offrir cette expérience. Oui, et c'est marrant parce qu'en fait, dans la clientèle, on n'a pas spécialement toujours de la clientèle aisée. On a vu des étudiants, alors il n'y a pas spécialement la clientèle peut-être à la Tobana, mais on a une clientèle finalement qui a envie de se faire plaisir, qui a envie vraiment de faire quelque chose de différent, de se faire plaisir. Et est-ce que toi, de ton côté, Thibault, c'est la même chose? Qui sont ces touristes qui viennent et qui disent ben, chef en Guadeloupe? Qu'est-ce qu'ils prennent d'ailleurs en général? Et est-ce que tu as un ordre de prix si tu veux le dire ou pas? Mais c'est intéressant de voir à quel point les gens sont prêts pour être accueillis pour une expérience. Et quand tu as des gens en locaux, qui sont ces gens? Alors, en locaux, j'ai beaucoup de chefs d'entreprise, beaucoup de politiques aussi, des gens qui sont assez influents en Guadeloupe, voilà, qui génèrent des gros chiffres d'affaires. Et petite anecdote, pour avoir une histoire de tarif, je cuisine à partir de 95 € par personne en 5 services, donc ça veut dire amuse-bouche, entrée, 2 plats et un dessert. Et je vais jusqu'à 155 par personne, par exemple pour une menu de Noël qui est en 7 services, donc amuse-bouche, 2 entrées, 2 plats et 2 desserts. Pour certains, comme pour moi, je viens d'un milieu très aisé, très peu aisé, donc je fais très attention à tout petit, à tout ce que j'achète avec mes parents. Là, je fais à manger pour des fois des clients qui ne regardent pas. Plus que ça, j'ai même des clients d'ici, donc locaux, qui sont travailleurs, qui ne sont pas
entier ou quoi que ce soit, des gens qui travaillent vraiment pour gagner de l'argent, qui en gagnent beaucoup, et qui me disent, voilà, 150 €, qu'est-ce que j'ai à manger? J'ai un peu peur, fais-moi un truc à 220. Vous voyez, des fois, j'ai travaillé dans des restaurants où c'est 350 € par personne sans le vin. Juste vous vous asseyez, vous mangez le menu, c'est 350 €, il y a 3 étoiles Michelin, c'est les meilleurs restaurants du monde. Moi, ma cuisine, elle est appliquée, mais elle n'est pas du tout de ce niveau-là. C'est vrai que je fais attention à tous les détails, je fais mon pain, je vais tout faire moi-même. Mais quand on me demande un menu à 220 €, ben là, du coup, ça me montre encore plus le niveau, quoi. J'ai l'habitude de cuisiner pour tout le monde est VIP, je fais très attention. Mais c'est vrai qu'on a une demande ici en Guadeloupe de locaux qui s'embêtent un petit peu. Quand ils vont dans les meilleurs restaurants d'ici, ben, ils en veulent encore plus. Et c'est vrai que ben, moi je suis un petit peu dans le créneau donc en discrétion. À la maison, il peut se passer voilà, n'importe quoi à la maison et je dirai jamais un mot. Et donc du coup, voilà, c'est ça qui est bien aussi, c'est de pouvoir se faire plaisir chez soi, coucher les enfants et puis ensuite s'amuser. Voilà. J'ai vu des fins de soirée exceptionnelles. Mais du coup, voilà, je vais toujours devoir donc garder le secret pour des clients qui veulent la folie. Enfin, le mec il me dit je veux que mon fils y vole, quoi. Donc ok, bah, c'est temps, bah, il dit je m'en fous, je veux juste que mon fils y vole. Donc du coup, on va facturer ce qu'il faut avec quelqu'un qui va s'occuper de la déco, quelqu'un qui va s'occuper de la musique, de chanter, de quoi que ce soit. Un transporteur qui va les amener dans un Mercedes Vito tout joli, tout noir, vitre teintée, personne ne les verra à l'intérieur. Voilà, j'ai cuisiné récemment pour des joueurs et tout ça, des chanteurs. Et effectivement, ils adorent la Guadeloupe, mais c'est vrai qu'ils n'aiment pas trop se montrer, pas trop sortir de leur magnifique villa, pas trop aller à la plage, un peu comme tout le monde. Donc nous, on va être un petit peu sur le créneau du luxe, mais en discrétion, pour pouvoir répondre vraiment aux demandes les plus bizarres fois, et avec plaisir toujours. Est-ce que vous trouvez ça intéressant? Bang bang. Vous n'êtes pas synchro là, c'est bientôt le carnaval. Si vous n'êtes pas synchro, ça va être chaud là. Bang bang. Ok, là vous êtes. Donc, ce qui va être marrant là, c'est qu'on va commencer avec le vrai manger cochon. Parce que là on a parlé de gamme, je vous ai essayé de vous expliquer un peu la logique derrière. Keshem est là. Keshem, excuse-moi. J'ai jamais été sûr, ça fait 3 ans qu'on se connaît, je suis content que l'exercice se prenne une fois. Merci. On peut se demander, mais qu'est-ce qu'il fait sur scène? Il fait de l'art de vivre créole, donc c'est quoi le rapport? On en a parlé tout à l'heure. Le nombre de locations saisonnières en Guadeloupe a augmenté comme jamais. Et il y a un autre truc qui a augmenté, je pense que vous l'avez vu, c'est le prix des billets d'avion aussi. Donc comme on en parlait tout à l'heure, il y a beaucoup de chances pour que ce soit de plus en plus cher pour accéder à la destination. Donc il y a beaucoup de chances qu'il se passe 2 choses, même 3 choses. La première chose, c'est qu'il y a plus de gens qui vont rester sur des périodes longues, de 3 à 5 mois, parce qu'ils auront la possibilité de télétravailler à distance et qui vont vivre leur meilleure vie pendant 3 à 5 mois sur place. On va dire que c'est des semi-touristes. La deuxième chose, c'est que les gens qui vont se permettre de venir plus souvent, ils vont payer ce billet d'avion plus cher. Donc, automatiquement, en général, ça va être des gens qui ont plus de moyens, comme tu le disais super bien tout à l'heure. Donc il faut une offre pour ces gens-là si on ne veut pas tomber dans le néant. Et la troisième chose, c'est qu'au final, l'essor de ce type de clientèle, il amène aussi avec lui, par appel d'air, l'essor d'autres marchés, et notamment du mobilier. On parlait tout à l'heure de toutes ces boutiques très quali qui importent des meubles magnifiques venus d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'offre. Soyons honnêtes, l'offre aujourd'hui sur le mobilier en Guadeloupe, c'est du prêt à acheter en général. Et ça ne tient pas sous nos latitudes, ça ne tient pas avec ce qu'on en fait, et au final, ça se retrouve très rapidement dans les bennes de Walmart et Maxim. Ça, c'est la réalité. En parallèle, quand vous partez sur du haut de gamme ou du luxe, vous voulez quelque chose qui soit en corrélation avec la villa. Une villa magnifique avec des chaises en plastique, ça fait beau. Et donc ces boutiques se développent et font de très beaux chiffres. Et en parallèle, il y a des gens comme Kessel et son associé avec Damalia,
qui font du mobilier local, de l'art de vivre, bientôt du mobilier, je ne disais pas tout de suite, mais de l'art de vivre local, qui est vraiment sympa et qui peut, d'une façon ou d'une autre, via les contributions de chacun, créer une vraie source de financement pour cette alternative. Tous ces gens qui viennent sur place, ils peuvent être aussi une source de financement pour autre chose. Donc c'est pour ça qu'on va parler de ces deux messieurs, juste là, qui vont nous parler de Fresias Nature et de ce qu'ils font. On va parler de ce monsieur derrière, qui va nous parler un peu événementiel. On va parler avec ce monsieur fatigué qui est juste là, du sport et de la voie des événementiels liés à ça. Et l'autre monsieur qui est arrivé 3 heures après, on peut le huer s'il vous plaît. Ouh! C'est mal, on va parler de la... C'est mal, on est lundi, il y a quand même des gens qui travaillent. C'est vrai, et vous avez dit que vous ne travaillez pas. Et on va parler du sport, parce que monsieur est un champion aussi, et comment on peut devenir un hub touristique. Donc on va commencer par une petite présentation. Mes deux amis, qui sont peut-être, si on regarde juste sur le papier, l'opposé de ce que monsieur vient de dire, parce qu'on est dans le pur authentique, mais au final c'est deux bouts qui se rejoignent, parce que ce que les gens veulent au final c'est quoi? C'est de l'authenticité. Et le fait de payer, c'est laisser l'espace pour repasser sur du véritable authentique. Sortir des relations commerciales, sortir d'une relation qui va être préformatée pour retourner sur du vrai. Donc au final, vous êtes dos à dos sur plein de choses et je suis persuadé que vous avez la même clientèle sur les expériences que vous pouvez faire en nature. Donc voilà, est-ce que vous pouvez présenter ce que vous faites et ce que vous faites aussi en termes d'expérience dans votre lieu. Je peux l'applaudir. Bon, je commence, c'est mon collègue Ulysse complétera. Du coup, Léo et Ulysse, projet Fresias Nature, et nous, depuis 4 ans, on plante des forêts dans la forêt. C'est-à-dire que sur des forêts publiques, donc du terrain ONF, des parcelles qui ont été déforestées dans le passé, on replante des forêts comestibles, forêts d'abondance, forêts gourmandes, il y a plein de noms pour ça. Parce que nous, on est persuadés qu'on peut produire à manger tout en faisant du bien à la nature. On va dire que le schéma classique de l'agriculture, c'est on arrive sur un terrain, on produit à manger et on laisse une terre, on va dire, abîmée, en tout cas moins riche que le commun à trouver. Et du coup, en plus de ça, on pense tout un tas de choses. On est là-haut à Saint-Claude-Matouba, à 700 mètres d'altitude. Et on a aussi eu l'idée, parce que les récompenses, ils mettent longtemps à donner. On n'a pas grand chose à manger entre temps, même si on s'est diversifié depuis. Mais du coup, on fait aussi des visites touristiques et pédagogiques, un petit peu toutes les semaines, où on montre comment on travaille. Et là, ouais, c'est hyper authentique, comme tu disais, parce qu'il y a la pluie, il y a la boue, il y a les mouches café, mais on partage aussi vraiment tout ce qu'on fait. Et je pense que ce qui plaît aux gens, c'est vraiment c'est les mecs qui ont travaillé là qui te présentent leur projet, comment ils travaillent, on voit que c'est nous qui avons sué là, saigné, rigolé, bref. Et du coup, on raconte toutes nos petites histoires, et c'est dans un cadre magnifique, avec la rivière, et voilà, on fait goûter un petit peu le produit. Et je vais rajouter. Laisser le micro parce que demain on va voir. Mais du coup, déjà, merci Jordan de nous avoir conduits ici. Au début, je me demandais un peu pourquoi il nous appelle nous. Mais au final, ça prend son sens et effectivement, les perches sont bien tendues par tout le monde. C'est plutôt cool de se retrouver au milieu de tout ce luxe. Voilà. Parce qu'au final, je vois qu'on est quand même à la base de pas mal de vos business, hein, dont les forêts dans lesquelles vous mettez vos écologes, nous on essaie d'en recréer des comme ça. L'homme est même plus que ces 100 dernières années sa place. On espère qu'on va produire des bons bois dans le futur pour qu'ils nous fassent du mobilier là, comme on faisait avant. On sait savoir qu'il s'est pas mal perdu, c'est dommage. Et puis la nourriture, les boissons, tout ça, on est aussi à la base. Donc on a envie de redonner un peu ces méthodes de production agricole qu'on essaie de rebaser sur le jardin créole, biologique en tout cas, et qui redonne aux agriculteurs aussi leur place peut-être dans cet écosystème. Hein, parce que du coup, on les a quand même un peu mis sur le côté. Ils ont perdu un peu du sens qu'ils pouvaient donner à la société, hein, jusqu'à la production de bois énergie, etc. Pour l'instant, on va importer même des Guyanes, donc il y a toute une logique qu'on veut remettre en place. On espère que ça restera pas seulement dans des assemblées de ce type, mais que ce soit encore plus démocratisé dans le futur. Et ben, du coup, Ulysse, enchanté, merci encore Jordan, super cool, vous pouvez l'applaudir.
voilà, c'est Frédéric Nature, il vous l'a dit, on organise des petites demi-journées dans les bois, donc ça fait plaisir de voir qu'on a une clientèle autant de touristes que de locaux. Le Covid, au final, nous a amené pas mal de locaux pour venir redécouvrir leur biodiversité. Oui, ça a eu plus ces deux effets, quoi. On a eu Échappée Belle, on est reclassé il n'y a pas longtemps, donc il y a eu encore cet effet. Donc, grosse réservation et puis Covid. Donc c'est là aussi où monsieur m'a aidé à participer à ça, en tout cas, aider dans la partie digitale, même si on n'a pas votre niveau à tous, on se débrouille avec nos petits moyens, on bosse encore sur papier. Mais on espère qu'on pourra travailler avec pas mal d'entre vous pour justement booster peut-être cette visibilité aussi bien sur la partie touristique que vraiment sur la partie savoir. Parce qu'en fait, on ne produit pas tant de bouffe que ça, mais surtout de la connaissance depuis qu'on a commencé à bosser en fait. Et on espère que toute cette connaissance autour du jardin créole et de la biodiversité, de l'éco, de l'environnement soit disponible pour tout un chacun. Comme je le dis souvent, si au moins les gens repartent de chez nous en ayant compris qu'il ne faut pas jeter leurs déchets verts en attendant qu'ils viennent les récupérer pour en faire un compost de piètre qualité, hein, mais que c'est leur engrais, donc ils n'ont pas besoin ensuite d'aller acheter des sacs de terre importés aux jardineries du coin, c'est déjà un combat gagné. Donc voilà, chaque chose a son temps. C'est aussi difficile de faire changer les principes, des préceptes agricoles qui sont en place depuis des décennies, quoi, depuis la révolution entre guillemets agraire, quoi, par 11 ans. Mais voilà, bon, c'est fini pour la présentation, si vous avez des questions. Voilà, Bruno, qui es-tu et qu'est-ce que tu fais? Bonsoir, je suis donc Bruno Cancel, le président de la Ligue Guadeloupéenne de voile. C'est une association qui a la délégation du ministère pour le développement de la voile, en termes très génériques. Mais globalement, ce soir, je pense qu'on va quand même parler de la voile dans la partie touristique. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est hyper transversal. Parce qu'en fait, dans la voile, on va retrouver aussi bien la partie écologique, on va appeler le slow tourisme, sur un label FFV, que le luxe haut de gamme, et parler de l'offre, ou plutôt de l'absence de l'offre. En Guadeloupe, il y a une forte demande au niveau que ce soit des stages de vacances pour les enfants, mais également sur les adultes, les comités d'entreprise, etc. On en parlait tout à l'heure, la Guadeloupe a des atouts naturels. Au niveau de la voile, c'est énorme, on est en haut du tableau, et l'offre est quasiment inexistante. Donc on va parler de tout ça ce soir. Merci. Est-ce que vous commencez à capter la cohérence entre les invités? Toujours pas. On va continuer. Monsieur juste derrière qui fait de l'événementiel. Qui es-tu et qu'est-ce que tu as fait dernièrement pendant la route? C'est plutôt sympa. Alors, Pedro Johan, je suis dans le Béron, donc on est plus sur ce base. Donc je suis cofondateur dirigeant d'une agence pluridisciplinaire. On fait du design graphique, on fait du consulting pour les hôtels, les bars, les restaurants, les marques de boissons, l'alcool, le sans alcool. Et on a un gros volet événementiel, surtout pour ça. Et effectivement, on a mis pendant la route du Rhône, on a créé la première édition d'un festival autour du Rhône et de la gastronomie caribéenne. Mais l'objectif de ce festival qui était sur 5 jours était d'amener une expérience inverse de ce qu'on vit dans la Caraïbe. C'est-à-dire que, je donne un exemple concret, France Antilles, qui met en grosse affiche la Dominique invitée à Guadeloupe pendant un week-end avec son festival. Et, je trouve ça génial, mais problématique puisqu'on n'arrive pas à faire l'inverse. On va tous au carnaval, tous, à l'exception, hein, on va tous au festival de la Dominique, mais on n'arrive pas, partie événementielle, attention, à faire l'inverse. Bien sûr, politiquement c'est différent, économiquement c'est différent, historiquement c'est différent, on en a conscience, mais ça peut l'idée, c'est de pouvoir faire déjà le Caribéen, les autres îles, venir chez nous,
vivre une expérience pendant 5 jours autour d'un thème saint, le Rhum, qu'ils ont chez eux. Voilà. La gastronomie qu'ils ont chez eux aussi. Et qui dit 5 jours, dit 5 jours d'expérience. Voilà. Donc, il faut qu'ils dorment quelque part, il faut qu'ils mangent quelque chose, et il faut qu'ils boivent. Et l'idée, en tout cas, de ce festival, en dehors du côté festif, bien sûr, c'est de pouvoir faire vivre sur, j'espère, les 5 prochaines années, voilà, un groupe de 10, 15, 20, 100, 150 carabiniers ou autres, d'accord, pendant 5 jours, venir en Guadeloupe et vivre des expériences incroyables. Voilà. Ce qui est trop marrant, c'est qu'on a 5 micros. C'est juste que ça va pas marcher. Sinon, on s'en fait 20 micros. On va enchaîner, justement. On va parler un peu de la route du Rhum. Il y a Tristan qui aura l'occasion de se présenter dans ce cadre-là. Monsieur Bruno, sur la destination Guadeloupe, en termes de voile, et monsieur Tristan qui est juste derrière, tu prendras le mec, tu prendras 12 secondes chrono pour dire ce que tu fais. Aujourd'hui, on en est où sur l'attractivité du territoire pour des athlètes étrangers ou en termes d'événementiel avec la route du Rhum? Est-ce qu'on arrive à passer le cap d'avoir que des métropolitains qui viennent ou qui ne viennent pas pour le coup pour un événement aussi grand et c'est seulement la population locale qui va à la route du Rhum et tout se passe à Saint-Malo? Où on en est sur l'attractivité du territoire, sur la voile et la mer? Alors, sujet délicat, la route du Rhum. C'est pas du bon Sujet très délicat parce que la route du Rhum, c'est presque pas de la voile en réalité. C'est des bateaux, ils sont poussés par le vent, mais je pense que l'événement dépasse le sport sur la route du Rhum. Donc oui, après si on doit comparer ce qui se passe en Guadeloupe et ce qui se passe à Saint-Malo, c'est pas du tout la même chose. Le passage, la possibilité, de toute façon, sur l'île où il y a 380 000 habitants, on ne peut pas espérer avoir 3 millions de passages. C'est juste pas possible. Maintenant, sur l'attractivité du territoire pour la voile, il y a une forte attractivité, il y a une forte demande. Maintenant, l'offre, elle est très faible. Les comités d'avocats, les comités de géomètres, chaque année font des régates. Et pendant l'hiver, ce sont des gens qui veulent aller naviguer là où il fait chaud, là où il fait bon. On n'a pas la possibilité pour l'instant d'accueillir ce genre de groupe. Pareil sur les sportifs, alors Tristan va en parler un peu. On arrive un petit peu à accueillir des sportifs qui peuvent venir se faire plaisir, qui peuvent venir en équipe. On devait avoir l'équipe de France olympique là cet hiver, malheureusement ça ne va pas se faire. Mais... Voilà, on essaye d'accueillir des équipes. Mais c'est pas simple parce que ça manque encore un petit peu de possibilités sur place, d'infrastructures, de matériel, tout ça. Justement, Tristan, est-ce que tu vas réussir? Lève-toi tes grands frères. Regarde la taille du groupe. Fais le tour, viens. Viens t'asseoir là, mets-toi là. Bien sûr, Voilà, là, c'est ça que je voulais. Quelqu'un peut prendre une photo aussi. Donc, par rapport à ce qu'il vient de dire, toi qui es athlète de haut niveau, tu vas nous dire deux mots sur ton palmarès rapidement. Pourquoi on n'arrive pas à attirer d'autres athlètes? Autant que toi, tu voyages, tu as voyagé partout à travers le monde et tu as fait un tourisme sportif et événementiel lié aux compétitions, pour le coup. On en est où, nous, et pourquoi on n'arrive pas à attirer ces gens-là? Parce que pour le coup, une fois sur place, ils pourraient finir là, ils pourraient finir avec toi aussi, selon la topologie de personne, ils pourraient finir dans ton écologe, etc. Merci. Et donc oui, je suis Tristan. Bon, on veut qu'il le barre. Ancien sportif de haut niveau en planche à voile, j'ai arrêté ma carrière l'année dernière. Et je suis directeur de la base nautique de Sainte-Anne, du coup aussi organisateur d'événements comme là le village nautique de la route du Rhum qui a eu lieu à Sainte-Anne pendant une dizaine de jours, le trophée des Saint-Oises où on a accueilli presque une cinquantaine de skippers à la route du Rhum. L'idée était de leur faire partager le patrimoine culturel, de la voile en Guadeloupe. Et aussi le tradition, donc voilà, il y a pas mal de sujets. Et mon parcours de sportif m'a permis de voir et de beaucoup voyager autour du monde et de voir un peu ce qui se faisait ailleurs, avec toujours l'idée de pouvoir reproduire la même chose ici ou même faire mieux, parce qu'après avoir fait quelques fois
autour du monde, je me rends compte qu'on a un potentiel énorme et qu'on n'a pas besoin d'aller très loin. Une fois avec Bruno, parce qu'on a fait beaucoup de choses avec Bruno, on est allé au Vietnam ensemble pendant une dizaine de jours, il y a 4-5 ans. Et on a croisé, le premier jour en arrivant là-bas, on a croisé des Canadiens qui traversaient le monde du coup pour aller naviguer au Vietnam alors que le spot était bien merdique. Et on pouvait en s'occuper de prendre l'avion, voyager 3-4 heures et de venir en Guadeloupe et se trouve qu'ils ne connaissaient même pas la Guadeloupe. Donc bon, en fait, c'est leur problème. Mais en tout cas, voilà, il y avait, pour dire qu'il y avait quand même un déficit de communication sur ce sujet-là, mais ça c'est une anecdote parmi tant d'autres. Et oui, pourquoi il n'y a pas plus de sportifs, comme Bruno disait, peut-être lié au manque d'infrastructures, de dynamique, mais bon, ça toujours à des hommes, donc c'est très cyclique. Et le but, voilà, aujourd'hui, moi, ma petite mission, c'est de reprendre un projet intéressant à Sainte-Anne et de faire en sorte qu'il y ait des générations qui puissent prendre le relais un peu plus tard. Voilà. Du coup, sur l'événementiel, est-ce que vous, on a parlé tout à l'heure de la clientèle de chacun, ça va être intéressant de voir de votre côté aussi. Est-ce que toi, sur un événement qui est purement caribéen, avec une grosse culture afro-caribéenne même, tu sens que tu as réussi à ramener des étrangers, tu as vu dans ton audience. Moi, j'ai été sur place sur beaucoup d'événements, donc je pourrais donner ma vision, mais je te laisserai répondre. Et est-ce que, au-delà du tourisme afro-caribéen qu'on aurait pu souhaiter avoir, tu as réussi aussi à avoir des gens qui n'étaient pas du tout dans cette culture, qui viennent peut-être du Canada ou autre, qui sont venus à un des événements que tu as organisés? Alors, c'était la première édition, donc sans prétention, l'objectif était déjà de faire prendre conscience aux Guadeloupéens de ce qui était possible. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont pris conscience, les Martiniquais ont compris, ils ont capté vraiment, il y a déjà une demande pour la prochaine sur la Martinique, et en fait, on a réussi à toucher les touristes ou les non-locaux qui étaient là, en fait, pendant cette route du Rhum. Du coup, même si on n'a pas fait de communication dans cette première édition en dehors des îles anglophones, sur le vendredi soir, par exemple sur le vendredi soir, on a eu pas mal d'étrangers parce qu'ils étaient de passage et je ne sais comment, je ne sais pourquoi, ils ont entendu parler du festival. Oui, voilà, mais sûrement, mais on a eu des étrangers, c'était cool. J'espère qu'on pourra vraiment pour le coup sur les années suivantes. Voilà. C'est qu'on est en rapport, on est en communication avec New York et d'autres, justement pour faire comprendre déjà aux Afro-Caribéens de d'autres pays ce qui se fait chez nous. Et je pense qu'au fur et à mesure, les étrangers vont prendre conscience de ce festival au fur et à mesure que nous aussi. Parce que j'y étais et c'est vrai que j'ai vu pas mal d'étrangers, c'est ça qui m'a surpris. Je me suis dit, wow, ça parle anglais, ça parle espagnol, ça parle avec un accent canadien. Donc au final, des gens qui étaient déjà sur place, tu les as nourris en événementiel, c'était plutôt sympa. Du coup, question pour la conciergerie et pour les écologes. Vous êtes au final des prescripteurs des activités qu'il y a à faire sur place. Peut-être qu'ils viennent pour une compète organisée par Tristan, peut-être qu'ils viennent pour un événement, une régate entre pros qui vont être des chefs d'entreprise français ou autres qui veulent, pendant que c'est l'hiver en France, venir faire une régate sur place et du coup ils auront affaire à la ligue de voile. Mais en général, une fois qu'ils sont sur place, ils vont dormir chez la Toubana, ils vont dormir chez vous ou autre. Vous êtes des vrais prescripteurs pour les autres activités. Donc je vais commencer avec toi. À quel point on vous consulte pour savoir maintenant on fait quoi une fois qu'on est là, maintenant on mange où et si c'est le cas, toi comment tu les alimentes? Est-ce que tu as un petit agenda, que tu leur recommandes quoi? Et j'aurais la même question pour vous deux. Alors du coup, moi en tant que concierge, c'est mon rôle d'anticiper du coup les demandes. Donc avant leur arrivée sur place, tout est déjà organisé. J'ai un catalogue avec lequel je présente tous les différents partenaires, parce que c'est vraiment des partenaires aujourd'hui avec qui je travaille, des personnes de confiance. Pour les recommandations de restaurants, j'y vais tous les 2 mois pour retester, parce qu'on sait comment ça change la restauration. Mais donc, parce que c'est mon rôle de pouvoir proposer des restaurants fiables et bons, si je ne propose pas des services de chef à domicile. Donc voilà, c'est vraiment avant et après sur place, bien sûr.
Il y aura toujours des petites recommandations sur le coup à donner, mais tout est préparé en amont pour que au moment du séjour, tout est cuit. C'est vraiment intégré dans ton rythme de travail. Voilà. Okay. Et vous, du coup? Eh bien, pour nous, en fait, dès le départ, on est rentré dans cette ligne de conduite. Puisqu'en fait, on s'est dit c'est très intéressant de louer un logement où on va dormir, mais l'expérience, ça ne s'arrête pas juste à dormir dans un endroit. Donc, dès le départ, nous, on avait déjà établi ce qu'on appelle une page de service. Nous, on a testé, par exemple, des partenaires. Alors, on ne propose rien, on a testé nous-mêmes. Je pense que là, c'est une première règle qu'il faut toujours avoir. On ne va pas envoyer quelqu'un où on ne sait pas une nouvelle prestation, si la paiement, si. Voilà, on ne propose rien. Voilà, on a enlevé à cause de ça. Donc, du coup, on est toujours resté dans cette optique où, même si le client vient dormir, donc il était enchanté, il aime le lieu, c'est super, mais lorsqu'il va arriver, si par exemple il reste une nuit, la plupart du temps il va demander bon, ben, je suis là, mais je mange quoi? Je vais où? Je suis quoi? En général, ils se disent on va quelque part, ils ne pensent pas nécessairement à l'après, à la logistique que tout le monde va vivre. Et c'est pareil pour ceux par exemple qui restent une semaine, ils vont demander on va où, qu'est-ce qu'on peut faire, on est à Saint-Anne, mais il y a quoi à faire. Donc du coup, on est parti dès le départ, donc on prospecte, on regarde s'il y a 6 suites. On a eu des clients qui par exemple, alors ça c'est un truc qui est bien lorsqu'on reçoit les clients, c'est qu'on a toujours un échange particulier avec eux. On discute, c'est assez convivial, on parle de nos vies perso, de nos boulot, et on en apprend beaucoup plus. De la même façon qu'on a découvert des clients qui étaient venus, qui étaient sur le simple ou la visérale, on a pu par la suite recommander en disant attention, vous avez des restos qui sont à tel endroit, etc. Vous pouvez y aller, on n'a pas testé, mais ils avaient l'air charmants, donc on fait de la pub. Mais en attendant, tout ce qu'on dit, vous pouvez aller manger là, vous pouvez aller là, etc. On a testé et on recommande. Donc du coup, là on n'a pas encore la possibilité de proposer par exemple des activités de boire à Zippo. Il faut qu'on teste. Voilà. Mais les activités, ça serait bien qu'on puisse. Ça serait bien qu'on puisse aussi en proposer. Mais c'est pas toujours facile de trouver des activités justement. Il n'y a pas assez de pub, de communication pour dire venez dans cette commune, il y a ça à faire, etc. Voilà, on aimerait pouvoir proposer plus de choses à nos clients parce qu'ils sont très demandeurs, plus que juste une nuitée quelque part. Je rajouterais quand même qu'on a quand même la clientèle qui vient vraiment de l'étranger, par exemple pour la route de Rome, on a eu des Belges qui sont venus pendant 4 jours, et c'est venu pour la route de Rome. Mais ils voulaient la route de Rome avec une expérience. Mais globalement, enfin, les gens qui viennent sur un long séjour ont quand même déjà leur propre programme, ils ont déjà fait leur propre recherche. Ouais. Et du coup, c'est super intéressant, on se passe au micro, parce que du coup, on voit que même vous, au bout d'un moment, tu t'épuises en qu'est-ce que tu pourrais leur recommander. Et surtout, il y a une temporalité qui est liée à l'agenda. Qu'est-ce qu'il y a, à quel moment, etc. De ton côté, tu recommandes quoi comme Présias Nature, tu connais maintenant, par exemple. Maintenant, oui. Du coup, voilà, c'est vraiment intéressant parce que je me rends compte qu'il y a plein de choses, comme vous disiez, qu'il n'y a pas de com dessus, donc forcément on n'est pas au courant. Et donc du coup, voilà, c'était une belle découverte, donc ça c'est cool. Mais après, moi, ce que je recommande, c'est souvent des choses que j'ai déjà faites aussi, et je suis très nature. Donc du coup, comme je suis touriste chez moi, donc j'ai visité plein de choses, plein de rivières, etc. Donc, généralement, quand ils me demandent est-ce que vous connaissez telle rivière, où est-ce que je peux aller dans une rivière, je leur dis ok, moi je connais cette rivière, etc. Donc, ça dépend vraiment de ce qu'eux ils veulent aussi, donc je cible en fonction. Mais après, tout ce qui est par exemple nourriture, ça dépend aussi de ce qu'ils veulent. S'ils veulent un chef, etc., pareil, je ne connais pas beaucoup. Donc, enfin, j'ai pas de retour vraiment par personne parce que j'ai jamais testé. Donc, du coup, en fait, j'ai pas vraiment envie de me lancer là-dessus. Et j'ai plutôt, j'ai déjà entendu ce chef-là, mais j'ai jamais vraiment testé. Et généralement, comme ma maman, c'est une super cuisinière, donc du coup, je leur propose des petits plats que ma maman elle fait. Et ils apprécient parce que c'est souvent très local et c'est généralement ce qu'ils cherchent. Ce qui est assez dingue, c'est que c'est un trafic qui est fou. Parce qu'au final, à chaque fois que quelqu'un va finir à Carrefour pour manger des pâtes surgelées alors qu'ils sont en vacances, c'est parce qu'on n'a pas réussi à faire ce taf-là.
Et c'est pas que la personne s'est dit, je vais aller en Guadeloupe, je vais me faire des pâtes surgelées. Je ne savais même pas si ça existe les pâtes surgelées. Un petit plat surgelé, on sait comme ça. Et il y a un boulevard sur ce niveau-là, il y a une source de financement, et je reprends le terme de tout à l'heure, c'est vraiment sur l'alternative ou tout ce qui est régénérateur, qui est dingue, qui vient uniquement du fait que, une fois sur place, les gens vont manger, vont sortir, et ils ne veulent pas leur quotidien classique. Et pour le coup, on parle souvent de taxe carbone. Quand vous voyagez, vous prenez l'avion, vous pouvez payer une taxe carbone qui correspond à l'équivalent de ce que vous avez dépensé en carbone. Sauf qu'en général, ça va être dans un pays qui ne va pas être le vôtre, qui ne va pas être la Guadeloupe, qui n'est pas en lien avec la destination. Souvent, il y a des bourses autour de ça, donc ça se vend, ça se rachète, etc. Et en plus, au final, tu vas avoir, pour tous, pour une majorité quand même, une monoculture qui se met en place. C'est le même arbre qui est replanté continuellement. Il n'y a pas encore d'équivalent taxe carbone quand vous venez en Guadeloupe. C'est-à-dire que si vous venez avec Air France, vous avez l'option rajouter mon équivalent carbone, vous payez 15 pages en plus, mais il n'y a rien qui arrive sur la Guadeloupe. Et au final, l'intelligence que j'aimerais faire émerger de ce manger cochon, c'est vraiment ça. C'est que, quitte à ce que les gens viennent sur place, qu'il y a un impact sur l'environnement indéniable, on ne peut pas retourner en arrière sur ça, c'est vrai. Tu ne peux pas essayer d'argumenter en disant le contraire. Autant que ce soit financeur de solutions régénératrices locales. Il y a 3 défis, je pense que vous le savez. C'est certes les émissions carbone, qui est un défi majeur, mais c'est aussi la destruction de l'habitat des animaux, des insectes, etc. Ils n'ont plus d'endroit où vivre. Et la deuxième chose, c'est la pollution des sols et la destruction du humus. Donc du fait que nos sols sont morts, comme vous pouvez le faire, c'est pour ça que je vais vous souligner là-dessus. Et si on peut avoir ses propres convictions sur l'avion et l'impact carbone de l'avion, on décide de ne pas voyager, et que ces gars-là, ou toi qui n'achètes que du local, au final, tu finances ces choses-là, ou d'autres personnes, quand vous recommandez des restos aussi qui sont dans cette démarche-là, vous êtes dans une démarche où vous allez alimenter et financer ce système-là, même si vous décidez de rester sur place. Un mal pour un bien, quitte à ce que les touristes viennent sur place, autant qu'ils financent ces gens, autant que ça amène des ressources sur ça. Est-ce que j'ai l'impression que tu as un petit rebond à faire dessus? Vas-y, dis-nous tout. Je ne sais pas si tu te rappelles, parce que vous étiez collègues avec la team du spot quand on avait commencé notre offre de visite, là. Nous, on propose de planter un arbre à chaque visite, en fait. On a des timons. Sinon, au début, on le faisait systématiquement. Ça commence à faire des dizaines de milliers d'arbres à côté. Mais on propose de planter un arbre, c'est pas plus cher. Et on trouve un moyen de faire financer ces arbres à côté, c'est plaisir. Et si vous ne pouvez pas vous faire piquer par un solo, on peut le faire à votre place. Je passe le mic à micro, mais pour le coup, je lance un pavé dans la mare, même pour vos activités, ou pour le luxe, ou pour le haut de gamme. Il y a beaucoup de gens qui se sentent apaisés même de dire ça va, j'ai compensé en carbone. Que ce soit bien, que ce soit mal, c'est pas le débat, c'est financeur, au final, si on envoie aux bonnes personnes. Donc rien que le fait de dire, si tu prends un dîner chez moi, ou si tu prends une offre, tu peux, si tu veux, compenser en carbone, et c'est 15 balles de plus, et que s'il les met, ça aille ici, c'est du financement. Alors moi c'est pour rebondir un peu là-dessus, alors c'est pas sur la taxe carbone, mais là pour 2023, après avoir mis en place un pas mal de choses, l'idée c'est de faire en sorte que justement le tourisme finance le développement local. C'est-à-dire qu'avec tout ce qu'on a sur place et tout ce qu'on peut offrir, en réalité nous, Guadeloupéens et nos enfants pourraient naviguer et apprendre la voile gratuitement quasiment. Et donc l'idée c'est ça, c'est à travers les activités qu'on va offrir, aux personnes qui vont venir en Guadeloupe pour chercher ce qu'ils n'ont pas chez eux. À côté de ça, on va développer la pratique locale et donner accès à la population. Bon, c'est pas du carbone, mais en tout cas, ça... C'est clair qu'il y a une obsession du carbone qui est légitime, mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Parce qu'on a été dans un tourisme qui n'est pas adapté au territoire pendant... Ça marchera mieux. On a été dans un tourisme qui n'est pas adapté au territoire pendant des années, que ce soit en termes d'infrastructure ou autre. Et au final, on ne peut pas là dire ok on stoppe tout et chacun reste chez soi, etc. Parce qu'on n'est pas sur une topologie du territoire qui est la même que l'Europe, on peut voyager en train. On n'est pas sur des paradigmes de réalité où tu dis bah non, j'arrête l'avion, c'est fini, parce que il y a ta famille que tu dois aller voir. Évidemment, il faut le conscientiser et le réduire au maximum. Mais comme tu dis, si ça peut financer autre chose même que le carbone, c'est d'autant mieux. Parce que tant qu'il n'y a pas le tissu local qui est assez développé, tant qu'il n'y a pas la masse décisive d'offres, la barre ne sera jamais passée en fait. Et tu auras de l'alternative qui reste de l'alternative.
Est-ce que vous avez des questions? Bang bang. Non, vous êtes là. Bang bang. Ok, on est sur la fin. On va prendre 3-4 questions. Et après, on va demander à Laurie de présenter Tonton Siwo, qui est son offre, et va vous faire déguster juste après. Et on va remercier grandement le Yacht Club. Et vous pourrez prendre un cocktail sur place, commander ce que vous voulez. Ce n'est strictement pas offert par la maison. Ça va sortir de vos poches. Mais pour les remercier, je vous invite à commander quelque chose chez eux. Est-ce qu'on a des questions? Yes, bien. Il a l'air timide, on peut applaudir. Bonsoir, donc Nati. Donc moi j'ai une question à poser, c'est quelque chose sur lequel je rebondis. Quelles sont vos limites dans le luxe? Vous voulez proposer des services pour des gens qui ont de l'argent, qui sont prêts à tout, donc quelles sont vos limites en fait? Parce que moi j'attendais un moment, tu as dit le vendeur de Woki par exemple, est-ce qu'il faudrait qu'il parle anglais? Je me dis, ben voilà, moi déjà, je suis en Côte d'Ivoire, je suis ici, je parle pas très bien créole, j'ai mangé en France, mais je sais qu'il y a des gens ici qui parlent que le créole. Et je vais pas me dire, oh, il est chiant, je vais faire un effort pour parler créole avec le peu d'objet. Donc, pour moi, il y a des limites comme dans le luxe qui font qu'on ne peut pas se permettre de tout non plus au prix. Donc, ma question, c'est quelles sont les limites? Ce qui va différencier un prestataire d'un autre, pour moi, c'est, comme tu dis, c'est les limites. J'aime bien dire moi à mes clients que j'en ai pas. C'est-à-dire que j'ai pas de limite de prix et j'ai pas de limite d'heures de travail par jour. J'ai déjà fait des continus sans arrêt. Voilà, sans drogue, je vous dis. J'ai juste l'envie de travailler. Et le résultat qui doit être là du matin au soir, par exemple, si j'ai une personnalité ou j'ai un client qui veut matin, midi, soir, voilà, ils sont, je sais pas, 12, 15 à table tous les matins, donc c'est-à-dire qu'on se lève à 5h du mat, on fait je sais pas, on va faire des pancakes, ils sont faits au siphon, voilà, pour faire mieux. On va proposer une confiture, ça fait maison, du pain, une brioche, ça sera fait maison avec la vanille d'ici, avec du cacao d'ici. Pour moi, la limite, elle est dans l'implication personnelle. Voilà. Et puis ensuite, vous avez le client, il arrive 11h30, donc vous êtes prêt pour 12 personnes, 15 personnes. Finalement, on est 22. Donc du coup, là, en fait, on peut que dire oui, monsieur. Et du coup, il n'y a pas de limite, en fait. Ouais. Donc la limite, elle va être juste dans l'implication personnelle de chacun. Si madame, elle fait des beaux kits depuis toujours, et elle cuisine pour une population locale, il n'y a pas de souci. Voilà, il n'y a pas de souci avec ça. Mais par contre, si elle va tomber sur quelqu'un qui parle anglais, qui parle qu'anglais, si elle a peut-être sa petite fille à côté d'elle qui parle anglais, là du coup, elle n'a pas forcément gagné un client, mais elle a régalé des Américains qui n'auraient peut-être jamais commandé s'ils n'avaient pas été accueillis en anglais. Et c'est pour ça que c'est un point de créole. Parce qu'un zac il a son mec. En tout cas, pour repousser ses limites, j'ai dû apprendre le créole. Et pour être accueilli un petit peu plus au marché, avoir plus de choix pour le poisson. Exactement, parce que au début c'était très dur, hein. Je suis arrivé, j'avais fait plein de restaurants avec le Michelin, mais en fait on s'en fout de qui on a en face, c'est juste un client qui veut acheter du poisson, quoi. Du coup il se desservait en dernier. Et voilà, donc maintenant avec Yemoun, pour avoir le poisson que je veux, les langoustes que je veux, et ça, voilà, la limite elle est très, très importante à repousser tous les jours. Que ce soit ses limites personnelles dans le sport, dans quoi que ce soit, pour arriver à tout ce qu'on veut, quoi. Et ces clients, ils ont besoin qu'on sorte de notre zone de confort pour pouvoir leur proposer ce qu'ils sont d'habitude aux États-Unis, au Canada ou n'importe où d'autre dans le monde. Alors, il a parlé quand même. Donc oui, là tu parles de poids, je parle vraiment au niveau de la demande du client aussi, donc cet aspect où on a eu récemment, on a entendu des gens qui se plaignaient de la voiture à pain, enfin là ce sont des personnes qui viennent s'installer. La voiture à pain, le coffee shop,
est-ce que justement quelqu'un te dit le voisin, le coq qui chante tous les matins, il me gêne, est-ce que tu serais prêt à aller dire au voisin arrête de faire chanter le coq? C'est ça en fait que j'ai envie dans le. Moi je suis cuisinier, moi tu vois, jamais ça. Alors, par rapport à ce que tu dis, je pense qu'il faut faire la distinction entre des réclamations clients qui sont inappropriées et des réclamations qui sont justifiées en tant que vacancier. C'est-à-dire qu'il faut poser des limites, mais ce sont des limites morales. C'est-à-dire que si tu vois que, par exemple, le client te fait une demande qui atteint à ta dignité, à ta personne, ou à la dignité de quelqu'un, ou à autrui, là, il faut savoir dire non, ce n'est pas possible. Mais toujours mettre une formulation, en mettant une alternative, en proposant autre chose. Mais normalement, dans le luxe, il n'y a pas de limite. Il y a des solutions. C'est ça en fait le luxe. Il y a des solutions. Pour rejoindre l'exemple de la dame qui vend des bouquets, elle ne parle pas créole, elle ne parle pas anglais, elle n'a peut-être pas une petite fille, mais sa solution c'est peut-être d'avoir une carte où ce serait écrit en français, créole et anglais. C'est une alternative, mais ça répond à une forme de luxe. Donc c'est ça. On ne peut pas répondre à toutes les demandes. On peut essayer, on peut proposer des solutions alternatives, mais il y a des limites morales à respecter. La limite, elle est évidemment morale ou bien légale. Après, chacun fait ce qu'il veut. La question de la langue était pour moi une question qui a vraiment sa réponse, plus que le coq, parce que, évidemment, que le coq, ça devient moral. L'histoire de la langue, si la femme qui fait des bouquets, elle n'a pas une solution pour cet Américain, elle va peut-être avoir l'impression qu'elle n'a rien perdu parce que c'est lui qui devait apprendre l'anglais, mais en réalité, lui, il va passer à côté du camion de bouquet et il ne va pas appliquer le bouquet. Donc lui, il n'aura pas tant eu l'impression qu'il a raté quelque chose, parce qu'en fait, il n'a jamais goûté le bouquet. Donc, il ne sait pas. Par contre, on a peut-être raté quelque chose, c'est de lui faire goûter le bouquet, c'est excellent. Est-ce que c'est à lui de parler le créole ou le français pour pouvoir avoir cette expérience? Moi, je ne pense pas. Est-ce que c'est à nous de s'organiser? Pas forcément d'apprendre l'anglais parce que c'est compliqué, mais de s'organiser pour qu'il puisse vivre cette expérience qu'on veut nous lui donner, pour qu'il puisse revenir sur notre île. C'est notre programme. Après, par exemple, moi, mon métier, c'est vraiment d'accompagner les voyageurs à partir du moment où ils sont dans mon villa. On les accompagne. Donc, si jamais il y a un souci, mes clients m'appellent et c'est moi qui suis l'interface. Du coup, à mon niveau, c'est comme ça que pour la barrière de la langue, aujourd'hui, je solutionne ça. Mais franchement, c'est vrai que ça aurait été bien d'avoir beaucoup plus de personnes qui se mettent à l'anglais, qui apprennent au moins juste l'anglais, parce que l'espagnol, c'est encore autre chose. Moi, je parle les trois, mais c'est pas forcément donné à tout le monde. L'important, c'est juste d'avoir quelques personnes pour prendre le relais. Parce que parfois, tout à l'heure, je regarde mon téléphone pour voir si mes clients ne me contactent pas. Pour le moment, ça va, mais il faut vraiment être là tout le temps avec eux et pas les lâcher en fait. Une autre question, on a deux autres questions, les amis. Deux autres questions. Bien. Alors pour info, on a parlé de vanille, ils font de la vanille. Plutôt bien. Donc moi ce que je voulais dire c'est que je pense que pour résumer tout ça, le souci c'est que en Guadeloupe, il me semble qu'on ne considère pas le tourisme comme une source de revenus possible. Donc ce qui fait que tout le reste est mis de côté, c'est-à-dire la formation des gens. À l'école, voilà, on ne nous apprend pas ça, que donc l'accueil n'est pas non plus effectif. Rien n'est fait en fait en faveur du développement du tourisme parce qu'on ne considère pas que le tourisme puisse être une manne. Pourquoi? Parce que nous sommes un département français et que du fait de la départementalisation, on n'est pas faire un point distinct ici, mais nous considérons que nous recevons de la France hexagonale et que du coup nous n'avons pas à faire. Et je pense que le changement il est en train de se faire actuellement et je suis contente de participer à tout ça. Je suis contente d'avoir été au festival, d'avoir vu tout ce qui s'est passé, d'avoir vécu pas mal d'expériences en Guadeloupe
qui montre que les choses changent en fait et qu'on est en train de crever le plafond de verre par l'intérieur. Et c'est ce qu'il faut qu'on continue de faire, de continuer de s'intéresser à nous faire grandir à travers différentes stratégies de communication, de développement. Voilà, on a trop de ressources, comme on a dit depuis le tout départ, on a trop de ressources ici pour laisser ça de côté et attendre qu'on fasse pour nous. C'est à nous aujourd'hui, je pense qu'on est suffisamment, si on est tous là ce soir, c'est qu'il y a une raison. Donc c'est continuer de parler de ça ensemble et de le transmettre aux autres. Notre force, notre héritage, c'est la transmission orale, écrite, mais je pense que notre travail à nous là, c'est d'en parler autour de nous pour que ça puisse devenir une normalité et qu'on puisse arrêter d'attendre que ce soit les autres qui fassent pour nous et qu'on a les capacités de faire, on a les ressources, donc on est en capacité de faire les choses. Voilà. Pas du tout, je suis infirmière, mais je suis une amoureuse de la Guadeloupe. Je suis née ici, mais j'ai vécu là-bas pendant des années. Je suis la sœur de Valana Cottage. Et du coup, voilà, pour rejoindre ce qu'on disait tout à l'heure, on a compris que la Guadeloupe, c'est un trésor. La Guadeloupe, c'est un trésor. On a des ressources inexploitées. On a trop longtemps détruit ce qu'on avait. On nous a trop longtemps déconstruit en fait le fait que ce qu'on avait ici n'était pas bon. Je parle en particulier de la pharmacopée pour mon domaine. Les remèdes rasiers, non, c'est pas bon. Alors que la pharmacopée, en fait, elle est faite à partir de produits d'ici des plantes. On nous a fait comprendre qu'il faut acheter dans les supermarchés, alors qu'il y a d'autres moyens de faire. Voilà, je vois qu'il y a résilience. Donc voilà, il y a d'autres façons de faire et je trouve que c'est un travail à faire, à continuer avec les générations futures, de leur montrer, oui, on est capable, on peut, on a tout ce qu'il faut, c'est juste la volonté et c'est changer les mentalités et arrêter d'attendre en fait que ça nous tombe tout cru, le bec ouvert et on n'attend pas. Voilà. Merci, c'est un très bon moment de la fin. On va clôturer du coup, s'il n'y avait pas une dernière question, je pense que c'est bon. On va clôturer. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Bon, c'est simple. Comme je vous disais, il y a 3 semaines, cet événement n'existait pas. C'est plutôt cool que vous soyez venus, voir un inconnu qui fait une vidéo à la dernière minute. Ça, je ne sais pas si vous avez un truc très important prévu aujourd'hui. J'espère que ça valait la différence. Vous avez gagné au change en tout cas. Ce qui était super intéressant, c'était la diversité des profils. J'ai essayé de faire en sorte qu'on ait des profils assez différents. Comme je vous disais, c'était vous avez dû voir au moment de votre inscription. C'est un événement sur 2 jours. Aujourd'hui, c'est plus les conférences et petits ateliers. Demain, pour ceux qui sont inscrits, c'est des ateliers en petit comité pour vraiment se former sur le digital. C'est une conférence qui est dédiée au tourisme et au digital. C'est pas que du tourisme. Et l'intention, c'est vraiment de continuer à créer de l'intelligence autour de cette thématique à raison d'une édition qui va être plus short, par contre, par trimestre, mais une beaucoup plus grosse en octobre, qui va être le rendez-vous ultime des acteurs du tourisme aux Antilles en Guadeloupe, avec quelque chose où on aura évidemment des micros sans fil. On aura un seul client. Bien, c'est peut-être bon, c'est fâché chez nous. Donc ça va aller qu'en s'améliorant. Vous êtes sur la version bêta et je vous remercie d'avoir fait confiance et d'avoir donné de ce que vous avez plus précieux qui est votre temps. Je vais remercier nos invités. Merci d'être venus, merci de vous être assis. Quelqu'un peut me prendre un photo. Non, je crois qu'on a fait la masse de photos. Et je vais partager à tout le monde, tous ceux qui sont inscrits, les contacts de chacun, si jamais vous avez besoin de rentrer en contact, voir ce qu'ils font, etc. Il y a un groupe WhatsApp qui est créé aussi si vous voulez créer un peu d'intelligence au quotidien sur le sujet. On ne se tape pas, s'il vous plaît, on ne partage pas ses actus, etc. On partage dans un cadre bien particulier. Et là, je vais remercier aussi le Youth Club qui nous a accueillis aujourd'hui pour organiser l'événement. Comme je vous le disais, vous pouvez enchaîner après la petite dégustation et peut-être demander un cocktail ou autre sur place. Ce sera l'occasion de discuter avec les acteurs qui sont venus. Je le disais au début de l'édition aussi, j'organise beaucoup d'événements. Quand on était au spot, il y en avait plus de 150 par an. Ça, c'est un petit format, meet-up, etc. Mais j'essaie toujours de faire en sorte que les gens se connectent. Et en général, ça marche. Il y a eu plusieurs mariages, en vrai, il y a vraiment eu des enfants, etc. Donc, n'hésitez pas à parler aux personnes qui sont juste à côté. Je le disais encore tout à l'heure,
Il n'y a eu qu'un seul meurtre dans toutes les rencontres qui ont été faites. A priori, c'est que du bonus. N'hésitez pas à échanger, à proposer ce que vous faites à quelqu'un d'autre, et puis s'il dit non, c'est tout. Par contre, dites-moi rapidement, comme ça les autres ils captent et on ne perd pas de temps. Je vais passer le micro à Laurie, qu'on va applaudir. Et puis Laurie, tu vas nous présenter ce que vous faites avec Tonton Sirop, et après on va passer à la petite dégustation. Bonsoir, Laurine. Cette année, avec Nati qui a posé la question sur les mythes, la chemise orange, qui est mon associé, mais aussi mon chéri dans la vie, on a créé Tonton Sirop. Donc, Tonton Sirop, ce sont des sirops à base de plantes médicinales, remèdes rasés comme Madame a dit, et des épices de chez nous. Donc on en a créé 5 pour mettre en valeur la pharmacopédicie, mettre en valeur ce qu'on consomme depuis des générations et de façon gourmande. Parce que mes parents, nos grands-parents, ils font des tisanes. Perso, je déteste. Donc avec un sirop, je trouve que ça passe toujours mieux, c'est beaucoup plus gourmand et on peut faire beaucoup de choses avec. On peut les mélanger avec des cocktails, avec des petits punches, on peut les mettre en nappage sur des crêpes, des gaufres. On peut, par exemple, je fais mes gâteaux avec mon sirop de cannelle et on peut l'utiliser pour remplacer le miel, remplacer le sucre de canne ou tout simplement l'utiliser pour sucrer les boissons chaudes par exemple. Donc non seulement on veut mettre en valeur les plantes et les épices de chez nous, mais on a aussi pris le parti de mettre en valeur quelques personnalités de la Guadeloupe et des Antilles. Donc chaque bouteille a un prénom. De toute façon, vous allez déguster, vous allez voir les prénoms et je vais vous inviter à deviner qui sont les personnalités derrière chaque bouteille. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On est ici aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'on est convaincu que nos sirops vont permettre de perpétuer la transmission intergénérationnelle par rapport à nos plantes. Donc on communique sur leur vertu, mais aussi c'est une bonne occasion de transmettre aux touristes, puisque l'aventure a démarré pour nous un peu plus tôt dans l'année, alors qu'on était encore dans l'Hexagone, on vivait dans l'Hexagone. On a fait quelques marchés et on a eu énormément de questions de la part de personnes vivant là-bas, notamment qu'est-ce que c'est que la Tourneau, on a pu montrer des photos de nos fleurs, des photos de nos plantes, puisqu'on a aussi un sirop à l'herbe à pic. Et on est convaincu qu'avec nos formats, on peut aussi toucher les touristes qui viennent ici, puisqu'on a nos sirops sont vendus en 3 formats, 50 centilitres, 25 centilitres et 5 centilitres, une toute petite bouteille qu'on peut mettre dans les paniers d'accueil, si jamais on fait ça, dans les paniers d'accueil pour faire découvrir les produits d'ici aux personnes qui nous rendent visite ici. Voilà. Merci. Merci. Voilà, merci à tous. Vous pouvez vous applaudir et vous diriger juste là. Merci tout le monde. À bientôt. Si vous n'êtes pas inscrit, réinscrivez-vous quand même ce soir pour que j'ai votre email pour recevoir toutes les infos. Voilà. Je vais pas spécialement. Comment? Ouais, je suis crevée, je vais remonter là. Tu fais quoi là? Je vais rester 12 jours. D'ailleurs, c'est bien ça. Une prise de vue dans le steak. Ouais, j'essaye. En fait, ce qui est bien avec la privatisation, c'est que c'est des chiffres sûrs oui, c'est pas ça. Le c'est pas comme ça. C'est pas que forcément. Oui, c'est là quoi.
Après, on essaie de stabiliser aussi le départ, ça marche dans la tour, on a des vidéos aussi. Mais bon, c'est cool. Ouais, il y a du boulot. Là, nous, on se concentre jusqu'au bout. On fait des disciplines là, tout le monde, jusqu'au bout. On veut voir quand on va gagner. Ouais, on a décalé, mais on n'a même pas fait. On n'a pas fait parce que il a lâché l'affaire, mais c'est pas parce qu'elle est en Martinique, elle n'a pas de conscience. C'est des gens d'Antille. Donc en fait, ils n'ont pas de conscience. Désolé pour vous. Parce que même l'équipe vient changer, vient valider. Il y a une marque chez la femme. C'est la boîte qui a Chanfleur. Voilà. Exact. Donc là, aucune conscience de ce qui se passe. Je l'aurais dit. Et malheureusement, c'est j'ai eu rendez-vous avec le patron à une semaine. J'ai dû me justifier. Parce que c'est moi qui suis garant de la partie événementielle. Je dis, ok, mais si tu n'as pas condition de ce qui se passe, non, c'est pas que c'est mieux. Au contraire, surtout sur certains produits qui vont consister ensuite. Ça en va vite que le truc se joue. C'est ce qui leur a fait chier. C'est comme si d'avoir raté la haute zone, vous avez raté la haute zone, parce qu'on voulait absolument positionner l'événement chouette. Vous n'êtes pas réduit avec votre équipe commerciale. Vous positionnez sur des trucs qui sont meilleurs. Parce qu'ils voulaient leur événement chouette, mais finalement, par exemple, au festival, ils ne se sont pas positionnés dessus. Ils ne se sont pas positionnés sur l'intemporel. Au lieu de se positionner sur l'intemporel, ils voulaient leur propre événement à l'intemporel. Dites-moi, il fallait commercialement vous positionner. Et ensuite, l'événement, l'équipe vient de se former. L'équipe vient de se former pour eux. C'est cette applique, c'est trop loin. Non, tu vas me dire, c'est pour te montrer. Ils n'ont pas de conscience. Je vous ai dit, je vais ici. Et je vous ai prévenu, ça allait être compliqué. Parce que même pour moi, pour le festival, c'était compliqué. Alors, on n'avait pas pu gérer. Oui, ils ont repoussé. Parce qu'en plus, ils sont une ambassadrice, il faut que l'ambassadrice soit là, absolument. Chaque fois qu'on fait des événements ici, on va avoir des plantations. Ouais, je peux pas dire. Ça peut être une fois. Oui, mais on a trop de problèmes, c'est des réducteurs. Vous avez compris d'avoir parlé. Non, c'est normal. Heureusement, on est à plus de 600 réseaux avec des acteurs. Donc, c'est le métier de faire une pub. C'est vraiment le problème d'offre et de demande. Moi, je ne peux pas fournir assez d'offres. Non, mais je sais, parce qu'avec la famille. C'est pas que je veux dire, il y a des gens qui bouge maintenant ou tu vas c'est des jours. Bah, allez, le petit. Ok. Comment développer ce mode de culture en bio et sensibiliser par rapport aux arts naturels. Ouais, c'est trop de choses. Mais ça va arriver. Je sais que sur la partie site, en tout cas, il y a moyen de l'aider de créer un plus important. Insta, il y en a, même sur le site, mais sur Insta, il y a des visuels encore plus beaux, là, c'est par monsieur, donc et comme je vous disais, on a trouvé des sites en anglais aussi. L'espagnol, pas trop là, je le travaille parce que j'aime les choses de même, parce que là-bas c'est la Mecque, mais je ne reviens pas sur les mêmes trucs. Anglais ça va, mais on a plus ça là. Voilà, tout ça pour voir chez vous, même. Pas souvent de sortir de la forêt, c'est H24 là-bas, mais
Merci.